nous allons voir un nouvel ordre qui est assez important puisque c'est le troisième par ordre d'importance, c'est les hyménoptères. Alors, le premier ordre d'insectes, ce sont les coléoptères, avec à peu près 370 000 espèces. Nous avons les lépidoptères, avec à peu près 170 000 espèces. Et en troisième position viennent les hyménoptères. Alors, dans les hyménoptères, donc c'est tout ce qui est abeilles, guêpes, frelons, bourdons, etc. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'on y met aussi les fourmis dedans. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi les fourmis font partie de l'ordre des hyménoptères? Alors, hein, toujours pareil, vous appuyez sur pause pour ceux qui veulent répondre, et sinon je vais vous donner la réponse. Alors, il y a un peu plus de 100 millions d'années, il n'y avait que des forêts de prêles et des conifères. Et il n'y avait que des guêpes carnivores. Il y a 100 millions d'années, les fleurs mellifères sont apparues. Certaines des guêpes carnivores se sont spécialisées sur les fleurs en ramassant le pollen et le nectar. C'est devenu les abeilles. Une partie des guêpes se sont spécialisées au sol en ramassant tous les insectes qui traînaient, les graines qui traînaient. Au fur et à mesure de l'évolution, les ailes, ça les gênait, elles ont perdu les ailes, c'est devenu les fourmis, dont l'ancêtre des abeilles et des fourmis, c'est la guêpe. Voilà pourquoi on met les fourmis dans cet ordre-là. Alors les fourmis, bon évidemment, celles qui sont ailées, c'est soit des reines non fécondées ou des mâles. Hein. Une reine fécondée. Alors, vous avez souvent vu un soir d'été, quand il n'y a pas de vent, que le sol est un peu humide, un vol nuptial de fourmis. Comment ça se passe? Dans la fourmilière, la reine a préparé des mâles et des futures reines. Quand toutes les conditions sont idéales, tout ce petit monde s'envole et les mâles ont pour but de féconder les nouvelles reines. Les mâles vont retourner au sol et vont mourir. Les femelles vont s'arracher les ailes, celles qui ont été fécondées, et elles vont s'enterrer dans un trou et le refermer. Et là, elles vont pondre, elles vont pondre, elles vont pondre. Elles n'ont rien à manger, elles vont manger leurs œufs. Mais elles vont pondre beaucoup plus que ce qu'elles vont manger, et du coup, ça va lui faire une petite cour d'ouvrière, et puis un peu plus grand. L'année d'après, elle ouvre sa fourmilière, et la nouvelle fourmilière est créée. Incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, ici, c'est bon, une très très grande fourmi, évidemment. Camponotus gigas, une des plus grandes. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est... Alors, je vais reposer ces boîtes-là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de coléoptères qui imitaient les fourmis. Enfin, qui imitaient les fourmis. Qui imitent... une guêpe en fait. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si je mets les deux. Tiens, oui, je vais mettre les deux. Est-ce que mon caméraman va pouvoir prendre les deux? Voilà. Donc on va parler pour le moment ici. Ici, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des cléridés. Ici, c'est un cléridé. Ici, ça en est un autre. Et ici, ce sont des guêpes. On dirait pas, on dirait des fourmis. Des fourmis qui sont noires, blanches et rouges. Et les coléoptères, ils sont noirs, blancs et rouges. Parce que ces hyménoptères, ça s'appelle des mutiles. Et les mutiles ont des piqûres vraiment très 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 douloureuses. Alors, chez tous les hyménoptères, il n'y a que les femelles qui piquent. Les mâles ne piquent pas. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, on va finir cette boîte. Ici, c'est le plus grand hyménoptère d'Europe, c'est la scolie à front jaune. Voilà. Celle-là, elle est de Grèce, mais celles-là, elles sont françaises. On en a plein dans le jardin du Muséum des insectes du monde. Elles se nourrissent de nectar des fleurs de sureau, et après, elles vont s'enfoncer dans le compost à la recherche de larves de rhinocéros, le scarabée, pour parasiter sa larve. Et c'est sa larve qui va se développer au détriment de la larve du rhinocéros, évidemment. Ici, c'est Scolia hirta, c'est une plus petite scolie. Et ici, là vous l'avez deviné, c'est le frelon.
Le frelon européen. Alors, les grandes là, ce sont des reines. Les reines sont beaucoup plus grosses que les ouvrières. Dans un nid, il n'y a toujours qu'une reine. Alors, ici, comment ça se passe aussi? En fin de bonne saison, la reine va arrêter de pondre des ouvrières et elle va pondre des mâles et des futures reines. Elle va mourir et ces mâles et ces futures reines vont s'envoler et comme les fourmis vont s'accoupler, les mâles vont mourir et la reine va hiverner, elle va s'enfouir sous de la mousse, dans une souche, elle va se cacher quelque part, bien au chaud pour passer l'hiver. Au printemps, elle va ressortir et elle va fonder sa colonie, comme les guêpes. Voilà, alors on dit, ici il y a une légende qui dit souvent 3 piqûres de frelons et on meurt. Alors c'est complètement une légende, c'est complètement faux. D'ailleurs, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire, entre tous les venins d'hyménoptères de France, que ce soit les frelons, les scolies à front jaune, les guêpes, les abeilles, quel est celui qui a le venin le plus toxique? Alors, à dose égale, hein, évidemment. Alors, celui qui est le plus toxique, c'est pas celui qu'on croit, c'est pas le frelon, c'est l'abeille domestique, Apis mellifera. Hein, voilà. Mais avec l'abeille, on va en reparler, on peut tout soigner avec, fait beaucoup de choses en tout cas. Donc voilà, alors ici, mais on va en reparler, c'est le frelon asiatique, mais on en reparlera un peu plus loin. Alors je vais mettre des nouvelles boîtes. Voilà, et on va parler... Bon, là c'est des abeilles sauvages. Alors, on croit qu'on n'a qu'une espèce d'abeille en France, en fait. On a beaucoup d'abeilles solitaires. On n'a qu'une abeille sociale, mais on a beaucoup d'abeilles solitaires. Mais qui font du miel que pour elles. Hein, elles ne sont pas en communauté. Alors ici, tout le monde le connaît. Ici, on appelle le bourdon bleu. C'est le xylocope ou encore l'abeille charpentière. Dans les hôtels à insectes du musée, on en a plein qui nichent dedans des trous, dedans les souches, dedans les bûches. Alors, si ça vous tourne autour, c'est effrayant, mais il ne faut jamais en avoir peur. Il ne pique jamais. Par contre, si vous le prenez à la main, par inadvertance, bien sûr, souvent, c'est ceux qui ramassent le linge, qui remettent une manche à l'endroit, le prennent dans la main parce qu'il se trouve là, souvent. Et là, quand on le prend à la main, que c'est une femelle, ça pique et c'est très douloureux et ça dure très longtemps, moins 15 jours, 3 semaines. Donc il faut faire très attention. Mais de lui-même, il ne viendra jamais vous piquer. Moi je suis sans arrêt à côté, je prends des photos, machin. Ça pique jamais. Il ne faut pas en avoir peur. Alors ensuite, ici, je sais pas, on va faire un gros plan sur les 3 du haut. Ces 3 reines Apis mellifera, dont l'abeille domestique, hein, celle qui nous fait le miel. Et ici, on a le mâle, qu'on appelle le faux bourdon. Hein, il est beaucoup plus épais. Alors le mâle ne pique pas. Hein. Et ici, ce sont les ouvrières. Voilà. Après ça, c'est des abeilles sauvages. Hein. Ça y ressemble beaucoup. On va parler des abeilles un peu plus loin. Hein. Voilà, je vais changer de boîte. Alors, ici, on va voir des abeilles solitaires très jolies. C'est des mégachilles. Alors ceux-là, ça s'appelle des antidiomes. Les antidiomes peuvent faire leur nid dans une coquille d'escargot, par exemple. Alors, dans le jardin du Muséum des insectes du monde, nous avons des oreilles d'ours, c'est le genre de plantes grasses. Sur les feuilles, il y a beaucoup de poils. Les antidiomes vont, sous ces feuilles, avec leurs mandibules, découper tous les poils de coton qu'il y a, vont le rouler en boule sous leur abdomen, et vont amener cette boule de coton dans leur nid. Alors, on va peut-être faire un zoom. Là, j'ai mis une petite boule de coton qui lui appartenait. Voilà. Alors, ici, ça, ce sont mes préférés, c'est les osmies cornus. Ici, c'est beaucoup les osmies cornus. Nous avons 2 et puis maintenant 3 hôtels à insectes au Muséum des insectes du monde. Ça fonctionne très bien. Alors cette année, elles étaient en avance. L'année passée, elles sont sorties dès le 3 mars. Cette année, dès le 17 février. Alors c'est les mâles qui sont en premier, ils sont pondus en dernier. Comme ils ont un développement plus court, d'abord il faut que je vous explique comment ça fonctionne en fait.
Sur les hôtels à insectes, on met des bouts de canne de Provence ou des souches percées de trous. Les osmies vont aller dans ces trous, vont déposer un peu de nectar, un peu de pollen, un œuf, et elles vont faire une séparation. Et ainsi de suite. Pollen, nectar, œuf, séparation. Et en dernier, elles vont pondre le mâle. Le mâle va sortir en premier. Tous les mâles vont sortir en premier. Alors, les mâles, c'est rigolo, ils ont une crête blanche sur la tête. Un peu comme le chef des Gremlins, pour ceux qui sont de mon époque. Par contre, la femelle, elle n'a pas de taches blanches et elle a 2 petites cornes noires. D'où le nom de l'osmie cornue. Voilà. Et tous ces mâles, pendant une semaine ou deux, ils vont s'épuiser à voler, à faire des grappes devant l'éventuelle femelle qui veut sortir. Ils vont tomber, ils vont se remonter, c'est assez spectaculaire à voir. Et quand les mâles sortent, eh bien, ils s'accoupent un peu tous. Et après, les mâles, ils disparaissent, ils sont morts. Et c'est les femelles, elles sont très utiles à notre environnement, parce que c'est les premières qui sortent et elles vont polliniser tous les fruitiers. Il faudrait des hôtels à insectes devant tous les champs. Et ça servirait aux agriculteurs, et indirectement à nous. Mais voilà, ils ne le font pas. Alors, on le fait à leur place. Voilà pour les osmies. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a que les mâles, que les femelles qui piquent et les mâles ne piquent pas. Chez les hyménoptères, comment ça se passe? C'est encore un problème d'évolution. Alors, regardez cette hyménoptère. C'est une femelle. Elle a un long ovipositeur. Les femelles pondent des œufs, donc c'est un ovipositeur pour pondre ses œufs. Avant, elles étaient toutes comme ça. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, ça gênait, ça se cassait, c'était pas efficace. Ça rapetissait, 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 jusqu'à devenir un aiguillon. Comme il n'y a que les femelles qui pondaient, il n'y a que les femelles qui piquent et qui ont cet aiguillon. Voilà, c'est tout simple. Voilà, alors bon, tout ça, ce sont beaucoup de prédateurs qui parasitent les nids d'osmies, justement. Hein. Voilà. Parce que l'hôtel à insectes, c'est un vrai biotope complet. Il y a les lézards, il y a les araignées qui viennent manger, et il y a beaucoup d'hyménoptères qui parasitent les autres hyménoptères. Voilà. Alors, et maintenant, on va voir des guêpes maçonnes, les sphécidés. Voilà, alors ici, ce sont les guêpes maçonnes qu'on voit qui font leur nid en terre. Ici, Isodontia mexicana, elle le fait comme comme l'osmie cornue, elle va dedans les tubes de canne, mais elle le pond et elle mène des chenilles dedans. Et après, au lieu de faire comme l'osmie, pour fermer son ouverture, elle prend de la boue, mélange à sa salive, ça fait un ciment. Et elle met une opercule comme ça. Isodontia mexicana, elle va boucher avec des morceaux de feuilles longues, fines. Alors du coup, du trou, ça fait un petit panache qui sort, c'est assez spectaculaire. Voilà pour celle-ci. Sinon, il y en a qui font des nids au sol, mais c'est des grandes prédatrices de chenilles, par exemple. Alors, sur la prochaine boîte, on va voir une famille qui est très 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 jolie. Ce sont les chrysidés. Ça se passe ici. Les chrysidés ont des couleurs extraordinaires, hein, que ce soit couleur cuivre, bleu, vert, jaune, fluo, etc. On les appelle les guêpes coucou. Ce sont des guêpes parasites d'autres guêpes ou d'autres abeilles. Elles ont une carapace tellement dure, moi pour les piquer, des fois j'arrive pas, j'arrive à peine. Elles peuvent parasiter même quand l'hôte est là. Elles n'en ont pas peur. Elles se mettent en boule et la guêpe, elle peut piquer, elle n'y arrivera jamais. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est vraiment une famille très très jolie. Voilà, bon, ça c'est d'autres hyménoptères. Et maintenant, on va voir alors les guêpes. Alors les guêpes, on croit que les guêpes ça sert à rien, etc., comme les araignées, mais tout sert. Les guêpes sont des régulatrices d'insectes aussi, hein. Elles nettoient, etc. Ça c'est toutes nos guêpes de France. Et depuis 5 ans, une nouvelle abeille est arrivée en France. On l'a vu pour la première fois en 2008, là, ça fait 6 ans. En 2008, dans le Vaucluse.
Et maintenant, elle arrive à Valence. Et bientôt, elle aura colonisé toute la France. C'est l'abeille géante à résine. Moi, j'ai vu arriver l'année passée sur les hôtels à insectes. J'ai vu cette grosse abeille, je ne savais pas du tout ce que c'était. Voilà, donc elle s'appelle Megachile sculptularis. Voilà, donc très, très belle espèce. Alors, elle a une particularité, donc c'est en fin d'été qu'elle est là. Elle bouche les trous dans les bûches, comme les osmies. C'est pas avec de la terre et du ciment, c'est pas avec des feuilles, c'est avec de la résine. D'où le nom d'abeille géante à résine. À l'hôtel à insectes, on a des trous bouchés de résine. Voilà, voilà pour les guêpes. Et maintenant, on va passer. Alors, donc, hop, je vais mettre ça ici. Ah oui, on va passer à d'autres. Les Ichneumonidae et les Euméninés. Alors, c'est tous des guêpes parasites. Ça parasite d'ailleurs, encore une fois, les nids d'osmies, etc. Beaucoup de guêpes qui parasitent les autres guêpes. Elles ont une forme très particulière. Je ne sais pas si on peut faire un zoom. C'est une forme très particulière, que ce soit les leucospidés ou les euméninés. C'est vraiment... on les reconnaît bien à leur forme. Alors, ensuite, on va voir les bourdons. Et puis après, on va parler des abeilles. Voilà, alors là, vous avez un panel de bourdons. Il faut savoir qu'après l'abeille domestique, Apis mellifera, ce sont les bourdons qui pollinisent le mieux. Parce que beaucoup d'insectes pollinisent, tous les insectes qui se posent sur les fleurs pollinisent, les papillons pollinisent, les cétoines pollinisent, mais un papillon, il va s'arrêter à cet arbre-là, cette fleur-là, et puis à celui-là, et puis il va aller beaucoup plus loin. L'abeille, en principe, quand elle commence, elle fait tout. Très important l'abeille. Donc voilà, ça c'est un panel de bourdons. Alors, maintenant, d'abord, peut-être qu'on va voir, peut-être les exotiques. Au moins, on aura fini les boîtes, et après, je vous parle de l'abeille. Voilà, alors ça, c'est des hyménoptères exotiques. Alors, vous voyez, c'est pas la même mégascolia, hein, c'est comme les scolias front jaune qu'on a vus chez nous en France. Le Vespa mandarina, le grand frelon asiatique. Et ici, on a le frelon asiatique qui envahit la France. Vespa velutina nigritorax, c'est-à-dire thorax noir. Hein. Il y a sous-espèces, 6 sous-espèces, nous on a la nigritorax. Voilà, il n'est pas très beau, il n'est pas très gros, mais dès qu'il voit des abeilles, bon, ils vont par escouade, bon, il les découpe au bord des ruches. Et c'est un massacre. Alors, nos abeilles de France n'ont pas encore trouvé la parade, mais comme c'est le frelon asiatique, en Asie, les abeilles le connaissent depuis des milliers, voire des millions d'années. Et elles ont trouvé une parade incroyable. Et je vais vous la raconter. En fait, une fois que c'est un éclaireur, il avance sa patte et là il est cuit facilement. Enfin, il est cuit si j'ose dire, vous allez voir pourquoi. Mais sinon, s'il est en vol, il est en attaque, donc là elles peuvent rien faire. Il en découpe. Mais au bout d'un moment, il va chauffer. Et il faut qu'il se repose, il va se poser. Et dès qu'il se pose, en fait, il est mort. Les abeilles asiatiques ont développé une méthode incroyable. Elles vont tous aller sur lui. Elles vont se grouper comme un moulon comme ça. Ça va faire un moulon comme ça. Et puis elles vont actionner leurs ailes. Ça va faire comme ça. Et elles vont créer de la chaleur. Et elles vont cuire le frelon asiatique. Dès que le frelon asiatique atteint 46,5 degrés, ting, il est cuit. Voilà comment les abeilles asiatiques se débarrassent du frelon asiatique. Mais on est en France et nos abeilles n'ont pas encore appris exactement ça. Ça arrive qu'elles se mettent un peu en moulon, mais ça va venir, il faut garder espoir. Voilà donc pour les hyménoptères exotiques.